Namari et Meldoniar. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer quelques bases autour du combat scandinave, donc les vikings, les mecs bien barbus et qui aiment boire de la cervoise et de l'hydromel dans des cornes bien tordues. L'idée d'aujourd'hui du coup c'est, comme je viens de vous le dire, de vous expliquer quelques bases, quelques mouvements, comment se déplacer, comment se servir de telle ou telle arme. Donc on aura l'utilisation de l'épée. Bon là ce n'est pas une épée viking, c'est une épée de la fabrication d'un forgeron que j'ai fait faire chez Rêve d'Acier, donc le magasin parisien. Pommeau 11, normand 11e avec une garde type 13e, donc après c'est une épée personnalisée. Je l'ai voulu un peu comme l'épée de Gandalf, un mélange de l'épée de Gandalf et de l'épée de Boromir, donc c'est pour ça qu'elle a un peu cette dégaine là. Donc il y aura du combat à épée et bouclier du coup, donc enfin de la démo bien sûr, parce que je vais taper personne à part le mannequin. Et il y aura ça, il y aura aussi de la hache à deux mains, donc de la francisque. C'est une francisque à deux mains de chez Covex. Et je m'amuserai vers la fin à faire du lancer de hache de francisque de coup, la hache de G pardon, des francs, juste pour le lol, donc on fera ça à la fin de la vidéo. Donc tout d'accord, on va commencer par plus ou moins le type d'équipement que pouvait posséder le Scandinave. En règle générale, les Scandinaves possédaient en type de combat, quand vous les voyez dans les films, genre de choses, on les voit toujours avec plein d'épées, genre de choses. Alors les épées, ça coûte très cher à fabriquer. C'était déjà très compliqué à fabriquer, et le métal était compliqué aussi à fournir, donc trouver du fer était assez complexe. Donc les Scandinaves se battaient principalement à la hache et à la lance. Ils étaient généralement habillés comme je suis ici, donc avec juste une tunique, le pantalon et leurs chaussures. Pour certains, ils avaient comment on appelle ça, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et certains d'entre eux pouvaient posséder justement une protection de tête, donc un casque généralement en cuir, enfin c'est ce qu'on pense. Et ils pouvaient aussi avoir le casque dit à lunettes, donc c'est le casque le plus représentatif. Quand vous regardez les Rohirrim qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, ceux qui ont les casques à lunettes, c'est le type de casque qu'on retrouve le plus en archéologie. Et après le type de casque qu'ils pouvaient posséder aussi, c'était un nasal, donc ça c'est plus tardif, ça va être plutôt, si je ne me trompe pas, vers le 10e, 11e siècle. Donc le nasal qui est le casque normand en fait, le casque normand. Et certains, on pense, enfin ce qui est possible, mon casque n'a rien de cassé. Ça, par exemple, c'est un cal gamboisé, parce qu'on n'est pas sûr s'il possédait justement des gambisons. On n'est pas sûr s'il possédait des gambisons, donc la protection classée justement qui permet d'encaisser les chocs. Mais il y a des représentations sur des mosaïques de cal gamboisé. Donc c'est-à-dire, pareil, un cal qu'on met sur la tête. Donc ceci, c'est un cal sourcé qui a été taillé par j'ai acheté ça chez un Ukrainien, du coup en Ukraine, j'ai oublié son nom, mais c'est une commande que j'ai fait et c'est un cal sourcé, référencé. Donc la particularité de ce cal, c'est que il a l'utilité de protéger les joues, la nuque ici, avec cette partie-là, et une fois que vous portez le casque, avec le casque, il aura l'intérêt de ne pas faire mal à la tête parce que le casque justement sera bloqué par le gambison, par le cal, ça bougera moins et ça aura surtout l'intérêt de quand je prends un coup, ça encaisse, ça permet le casque ne bouge moins, c'est un cal référencé, un cal sourcé, donc vous pouvez le retrouver en faisant des recherches autour des Scandinaves. Puis après bien sûr, la chose la plus, on va dire, la plus, on va dire, connue chez les Scandinaves, c'est bien sûr leur bouclier. Donc celui-là c'est un bouclier de ma fabrication, hormis le Humbo, donc c'est moi qui l'ai fabriqué. Celui-là c'est un bouclier en contreplaqué. Donc c'est du 10 mm d'épaisseur avec bien sûr une hampe au milieu pour pouvoir justement le porter. L'intérêt de ce bouclier c'est qu'on peut le faire pivoter. Donc en termes de combat, on peut faire des mouvements qui peuvent aussi bien frapper ici que tout en frappant de l'autre sens. Enfin, c'est un bouclier qui est très pratique. En formation de bouclier, il peut se reposer sur le bouclier d'un camarade. Et après, c'est aussi un bouclier qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, les mecs, quand leur bouclier était pété, ils faisaient ça. C'était le bazarder sur le mec d'en face. Donc du coup, effectivement, le bouclier peut tout aussi servir
d'armes de combat. En général, de toute façon, un bouclier, on pouvait s'en servir aussi bien de façon offensive pour attaquer l'adversaire que surtout d'un point de vue défensif. Parce que bien sûr, l'intérêt premier du bouclier, c'est de défendre votre corps. Donc pour revenir à la tenue du Scandinave, en règle générale, le combattant classique, donc c'est avant tout un paysan. Le mec s'occupe de sa terre, c'est un agriculteur, c'est un chasseur, c'est un tisserand, c'est un tailleur, il travaille tout de chez lui. Donc en règle générale, effectivement, il était habillé comme ceci et il avait principalement comme arme le bouclier. Sa hache, c'était généralement une hache de bûcheron, justement pour couper le bois, logique. Et il pouvait posséder la lance aussi, parce que c'est très simple à faire. Une lance, c'est juste une hampe de bois et du fer qui a été taillé, qui demande peu de moyens, contrairement à une épée qui coûte très cher. Et il pouvait aussi, pour certains, posséder des épées, mais les épées, ça concernera principalement les nobles. C'est principalement les nobles qui possédaient ça, donc ce qu'on appelle un jarl, donc ce qui est l'équivalent de comte. Donc ce sont vraiment ceux qui ont de l'argent, qui sont bien nantis, qui peuvent posséder une épée, parce qu'une épée coûte cher à fabriquer, demande beaucoup de temps et d'argent. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelques mouvements au bouclier et à l'épée, et ensuite on fera quelques mouvements au bouclier et à la hache. Alors, en termes d'équipement, on a fait le tour. Maintenant, enfin on a fait le tour, il y a pas mal d'autres précisions, pas mal d'autres choses. Ça évolue constamment dans ce domaine de la recherche du Scandinave. Mais en tout cas, voilà à quoi pourrait à peu près ressembler un combattant à peu près équipé. Alors oubliez le gant de maille, bien sûr, c'est beaucoup plus tardif. Là, c'est surtout pour me protéger la main parce que ça serait bête que je me pète un doigt. Mais voilà, en termes de tenue, ça serait plutôt dans ce style-là qu'il pourrait être. Après, peut-être qu'il pouvait posséder un gambison, mais ça, on n'en est pas sûr, parce que justement, le gambison, le problème du tissu, c'est que ça traverse mal le temps. Tandis que le fer ou le bois, ça a un peu plus de chances de parvenir jusqu'à nous. Donc en termes de type de position, ce que vous pouvez retrouver, en général, c'est vous allez avoir le bouclier justement posé face à vous, qui va généralement vous protéger du genou jusqu'à l'épaule quand le bouclier est à votre taille. Moi, mon bouclier, c'est un bouclier de 82 cm de diamètre, parce que je l'ai fait j'ai pris un rayon de mon poing fermé jusqu'à mon coude, avec un petit peu plus, pour avoir un bouclier techniquement à ma taille de bras. Bien sûr, par rapport à ma taille à moi, je fais 1,93 m, techniquement, je pense qu'il me faudrait même un bouclier de 90 cm de diamètre pour vraiment être protégé bien comme il faut. Mais en étant dans une bonne position, normalement, là, en étant dans une bonne position, vous ne voyez que mon casque et mes jambes. Donc, en termes de placement, vous allez plutôt avoir votre jambe gauche en avant, parce que justement votre bouclier va être calé dessus, vous allez être là pour prendre une charge. Donc, vous allez avoir soit votre jambe gauche en avant et la jambe droite en arrière, parce que quand vous allez attaquer, vous allez avoir votre jambe droite qui va avancer d'abord. Pourquoi? Parce que vous allez placer votre centre de gravité pour pouvoir avoir une position toujours stable. Et en même temps que vous allez avancer votre jambe va partir un peu en avant, vous avez le bras ensuite qui va partir ensuite. Donc c'est comme si je cherchais à prendre de l'énergie dans le sol et que je l'envoyais vers mon adversaire. Donc ça c'est un placement de base où vraiment j'avance, je frappe. Je recule, je frappe. Recule, frappe. Bien sûr, l'intérêt du bouclier, peu importe la période, quand vous frappez un adversaire, vous devez impérativement avoir votre main derrière. Parce que si elle est en avant, l'adversaire, il suffit qu'au même moment où il vous attaque, plus de main. Vous prenez un coup de dent, plus de main, vous êtes fichu. Enfin, vous êtes fichu. Vous pouvez encore vous en sortir, mais ça serait bête de perdre votre main. Ensuite, donc toujours, vous allez devoir avoir la main qui est cachée derrière. Donc, en termes de positionnement, vous allez être ici, pointe vers l'avant, en estocade, donc en estoc, c'est-à-dire que je dirige ma pointe pour estoquer, planter mon adversaire avec la pointe. Donc vous allez être soit plus ou moins dans cette position-là, justement, parce que là vous êtes protégé, là c'est collé contre vous. Si on vous pousse, vous pouvez encaisser. Et la pointe vers l'avant, pourquoi? Justement pour menacer l'adversaire, pour qu'il ne puisse pas s'approcher de vous. Ça permet de le tenir à distance. Ou alors vous pouvez aussi être comme ça. Donc là vous inversez. Enfin, tout dépend comment vous êtes à l'aise. Moi généralement je suis comme ça. Bouclier légèrement vers l'avant, ma lame encore plus en avant. Ce qui fait que je maintiens l'adversaire encore plus loin. Bon, après bien sûr l'intérêt c'est que je ne m'épuise pas. Donc il faut que je maintienne mon énergie au maximum. Donc généralement vous allez plutôt avoir l'épée qui va être posée ici, sur votre épaule. Pour justement qu'elle ne vous pèse pas à force. Mais bon, généralement c'était quand même des combattants qui
s'entraîner tout de même régulièrement. Il y a toute époque, les guerriers, à partir du moment où quelqu'un se maniait les armes, il devait un minimum s'entraîner au moins une fois par jour. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez des bons bras qui supportent bien vos armes, et après, si vous portez une armure, là c'est encore autre chose, c'est une autre période, mais vous pouvez en tout cas bien le supporter. Donc, vous allez plutôt être comme ça, parce que là, ici, mon bouclier est légèrement porté par mon genou, mais là c'est plutôt plus ou moins je suis en pause. Quand vous êtes en combat, en règle générale, le bouclier n'est pas posé vers vous, parce que si quelqu'un arrive, il faut pouvoir reculer rapidement. Donc si un adversaire arrive vers vous, je recule ma jambe pour protéger. Il m'attaque au niveau de la jambe, je le baisse. Mais rien n'empêche de frapper en même temps. Donc il m'attaque la jambe, paf, pleine tête. Et je protège ma jambe en même temps, tout en reculant. Parce qu'un adversaire, c'est ce qui est très simple, c'est que sur les champs de bataille, ce qu'on retrouve le plus, je crois que c'est pas la paléontologie qu'on appelle ça, mais l'autre science, enfin bref, l'étude des cadavres, on retrouve beaucoup de blessures au niveau des articulations des jambes, et au niveau des jambes en général. Pourquoi? Parce qu'un adversaire qui est à terre est techniquement un adversaire qui est mort. Beaucoup plus facile d'achever un adversaire qui ne tient plus debout, qui ne vous fait plus face, qu'un adversaire qui est à terre et qui est là en train d'essayer de ne pas mourir justement. Donc vous allez avoir ce placement-là, justement, on avance. Vous avez ce type de mouvement-là. Donc l'adversaire, il y a aussi une technique que vous pouvez essayer, qui peut être fonctionnelle. Après, bien sûr, comme nous n'avons pas de manuscrits militaires permettant de savoir quel type de technique il pouvait avoir, c'est avant tout de la théorie et de la pratique, ce qu'on peut appeler de l'archéocite ou de l'histoire vivante. C'est essayer de voir avec le matériel qu'on a retrouvé comment il pourrait bien se battre. Alors par exemple, il y a une technique que je trouve particulièrement fort intéressante et qui je pense qu'il devait utiliser, parce que si mécaniquement le corps humain n'a pas bougé en 1000 ans, ou même en 200 000 ans, je pense que les gars devaient un peu bouger de cette façon. Enfin c'est ma théorie, c'est que simplement, vous avez le bouclier ici, donc vous allez avoir le poteau qui est calé contre votre bouclier. Vous allez pouvoir frapper ici, frapper votre adversaire, donc là, je frappe, mais en même temps, lui il va peut-être essayer de vous frapper. Donc vous pivotez le bouclier, vous avec, et vous frappez derrière lui. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous pouvez frapper derrière lui pendant que vous êtes protégé derrière vous. Donc ça c'est une technique relativement intéressante. Après il y a une autre technique, enfin là vous avez le bouclier plutôt levé vers en haut, donc du coup vous reposez un peu votre bras, mais l'adversaire arrive, vous mettez un coup de bouclier dans l'adversaire, et ce qui fait que quand vous allez faire ça, vous allez taper dans son bouclier qui va légèrement pivoter, faisant ainsi une ouverture pour rentrer, si possible, normalement, si je ne me trompe pas, vous rentrez sous les aisselles, permettant ainsi, vous ouvrez à ce coin-là, il y a pas mal de ligaments, le bras est plus trop utilisable, et avec un peu de chance, vous allez percer les poumons. Donc ça c'est pour les techniques, surtout quand vous utilisez les stocks. Bien sûr, en reconstitution historique, vous n'avez pas le droit ou même ce qu'on appelle en jeu de rôle grandeur nature, les coups, vous avez interdiction d'utiliser les coups avec la pointe. Pour une simple et bonne raison, un coup de pointe, même une lame, même un objet qui n'est pas forcément tranchant, vous pouvez quand même transpercer quelqu'un. Parce que la peau est quand même pas si épaisse que ça. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que de simples animaux, donc nous sommes très fragiles. Le corps humain reste tout de même à la fois exceptionnel et à la fois très fragile. Et étrangement bien conçu pour mettre des coups d'épée dans la tête d'un adversaire. Parce que là, vous voyez, je lève le bras dans la tête. Ah, le corps humain est créé pour tuer des gens. Peut-être une question à méditer. Donc après, vous avez ce genre de effectivement d'utilisation. Après aussi, vous avez quand vous êtes en formation de bouclier, donc le fameux mur de bouclier, même si on n'est pas sûr qu'il est utilisé, mais c'est possible. Déjà ici, vous allez avoir votre bouclier qui va se poser sur le bouclier de votre collègue, tandis que celui qui sera à votre gauche aura son bouclier qui sera posé au-dessus, ce qui fait que vous avez une formation relativement impénétrable. Et généralement vous allez soit comme vous êtes en formation, vous allez chercher à frapper par le haut, donc vous allez passer au-dessus de la défense adverse forcément, donc pour toucher sa tête, ses épaules, ou vous allez repasser par dessous. Vous allez chercher à passer là pour frapper justement les jambes de l'adversaire. Mais comme généralement vous êtes en formation, c'est-à-dire que vous êtes relativement serré, ça va surtout être vous allez surtout avoir de l'estoc, donc de la pointe. Après, en général, quand vous perdez votre bouclier et que vous n'avez... alors là, on va faire comme si vous n'avez pas d'épée.
généralement, quand vous n'avez plus votre bouclier, par exemple, alors soit votre hache, bah, vous allez vous en servir, parce que généralement, ils se battent à la hache, je vous le rappelle. Soit votre hache, vous allez vous en servir pour la lancer dans votre adversaire, pour, s'il faut, sortir vite de la merde dans laquelle vous avez atterri. Ou soit, généralement, quand votre adversaire ou vous-même n'avez plus forcément de bouclier ou de genre, les Scandinaves portaient ce qu'on appelle un scramasax. Alors ça, ce n'est pas un scramasax, c'est un poignard type, si je ne me trompe pas, 12-13e, voire même 11e, mais plutôt 12-13e. Et généralement, ils avaient un poignard qui était justement, qu'ils portaient derrière eux, donc c'est leur couteau de tous les jours. Et le principe, c'est que quand votre adversaire, par exemple, il a toutes ses armes, mais vous les avez plus, vous allez chercher à justement l'attraper, le mettre à terre et l'achever au sol, le plus vite possible. La dague sert principalement en arme vraiment de dernier recours. Et sinon, elle sert aussi quand vous êtes dans une pièce et que l'épée étant un peu trop grande ou la hache aussi, avoir un poignard c'est plus rapide à dégainer. Entre une épée et une dague dans une pièce, je choisirais la dague. Puis en cas de pépin, vous pouvez la balancer aussi. Alors, bien sûr, là tout ce que je viens de vous dire, en général, est principalement valable pour, on va dire, du duel, mais principalement du champ de bataille. Après, là, je n'ai pas ma lance parce que là, ma hampe de lance me sert pour supporter mon mannequin. Donc après vous avez l'autre type qui va être la hache, donc, mais la grande hache cette fois, donc ce que chez les Scandinaves on appelle la danax. Alors une danax normalement c'est une hache à deux mains qui fait normalement la taille, qui fait votre taille jusqu'à votre menton. Donc c'est-à-dire ça vous fait une très très grande portée, parce que quand vous allez frapper votre adversaire, vous allez vraiment pouvoir frapper de très loin, le bloquer de très loin. C'est le même principe un peu qu'une lance, la danax, sauf qu'elle va vraiment chercher à briser la formation. Bon alors celle-ci c'est plus une hache à deux mains plus courte, mais le principe reste le même. Parce que vous allez pouvoir frapper de plus loin votre adversaire, surtout que, contrairement à une épée, là où une épée, quand vous allez frapper, vous allez faire vraiment des frappes de taille, vous allez pouvoir faire des stocks, ce genre de choses, mais ça va être des frappes relativement précises, mais qui vont surtout couper. La hache, le principe de la hache, ou même de la masse, ce genre de choses, c'est que là, vous n'avez peut-être pas de lame, mais avec la puissance, avec l'inertie de la frappe, plus le poids de la lame, vous allez vous retrouver avec un impact encore plus puissant qu'une épée. Parce qu'avec ça, vous allez littéralement pouvoir, s'il faut, briser le bouclier de l'adversaire et le briser lui derrière. Donc c'est vraiment avec la force que vous allez envoyer et l'inertie de l'attaque, vous allez pouvoir littéralement briser un peu tout ce que vous voulez. C'est pour ça que généralement, les boucliers scandinaves, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des boucliers consommables. En règle générale, ils sont fabriqués, c'est du bois, c'est des planches de bois qui sont ensuite resserrées entre elles avec justement la hampe de bois au milieu, donc qui va permettre que toutes les planches soient déjà ensemble. Après vous allez mettre de la graisse d'animal en général, donc c'est de la graisse d'ours, graisse de phoque ou je ne sais quelle autre graisse, et vous mettiez le tissu, soit du tissu, soit du cuir, pour ensuite resserrer tout ça, et à la fin vous avez un bloc. Généralement les boucliers scandinaves, ça tenait peut-être 3-4 batailles à tout casser, c'était vraiment du consommable, ça durait pas très longtemps. Bon après la plupart des boucliers qu'on a retrouvés jusqu'à maintenant c'est surtout des boucliers qu'on a retrouvés justement sous des tumulus, donc dans une tombe. Donc c'est surtout des boucliers, à mon avis, qui ont plus été décoratifs pour après la mort du personnage, enfin après la mort du guerrier ou de la guerrière, parce que oui, il y avait des guerrières scandinaves aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais on pense que les boucliers étaient fabriqués comme ça en tout cas. Après, si vous voulez faire de la reconstitution historique, moi je vous conseille de faire un bouclier en contreplaqué, parce que ça vous fait un seul et même bloc, et là votre bouclier aura le bonheur de pouvoir tenir bien plus longtemps. Par exemple, mon bouclier qui est là avec l'effigie du Gondor dessus, avant il avait la couleur de mon autre bouclier. C'est mon premier bouclier et celui-là ça fait 4 ans que je me bats avec. Et vous remarquez, à part la couche de peinture que j'ai remis dessus de temps en temps, il est toujours là. Il est toujours là et je m'en sers toujours. Enfin voilà. Donc après aussi avec la hache, ce qui va être intéressant aussi c'est que vous pouvez tout de même faire des coups d'estoc. Vous pouvez quand même frapper de pointe pour repousser votre adversaire, parce que c'est bien beau d'arriver, mais vous pouvez faire ça, frapper d'en haut, frapper là, frapper sur les côtés, bien sûr frapper de pointe, rien n'empêche d'essayer de traverser l'adversaire. Bien sûr, comme toutes mes armes que j'ai là et les armes de reconstitution historique sont généralement, elles sont en fait en général bluntées, c'est-à-dire qu'elles sont non tranchantes. Donc c'est-à-dire que là, je me rapproche de la caméra, je ne sais pas si elle va faire le focus, mais normalement, vous voyez, ça fait pas très. Vous voyez déjà les impacts qu'elle a subi cette hache, et le fait que, bon, je mets mon doigt, je me coupe pas, c'est plus épais. Justement, ça permet de ne pas s'entretuer en reconstitution. Après tout, nous sommes là pour surtout
reconstituer l'histoire et essayer d'analyser ce qui se faisait, plutôt que de se tuer. Ça serait dommage que quelqu'un meure à cause de ça, et que d'un seul coup, la reconstitution historique ne se fasse plus. Après, le combat du coup bouclier hache reste le même principe que mon combat bouclier épée, et plus ou moins les mêmes mouvements. Vos jambes, imaginez que vous avez des rails de chemin de fer, je recule ma jambe, je suis placé. Mon centre d'équilibre est toujours bon, les jambes légèrement fléchies en avant, et après quand j'attaque, j'avance ma jambe, je frappe, frappe. Voilà, c'est le genre de choses. Ensuite, on va terminer avec ce que j'aurais dû commencer au début, c'est-à-dire disons les attaques et parades vraiment de base d'escrime. Donc on retrouve en escrime aussi bien, normalement si je ne me trompe pas, artistique, en escrime ludique et principalement en escrime du coup médiéval. Donc si je me trompe après, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai appris et ça fait 4 ans que je les utilise, ça fait 4 ans que je survis sur les champs de bataille. Donc en constitution, si on veut. Donc tout dépend le type d'arme que vous allez avoir, mais on va considérer que celle-ci c'est une épée à une main. Donc tout d'abord on va faire l'attaque. Donc, étant donné que les coups des stocks sont interdits, nous n'allons pas faire de coups des stocks. Alors d'abord vous allez commencer, vous allez avoir le coup qui va venir justement au chef, c'est-à-dire la tête. Donc une frappe d'en haut. Alors quand vous frappez, ça ne sert à rien d'avoir le poignet qui se casse. Parce que si vous faites ça, en fait, vous abîmez l'articulation déjà et vous ne contrôlez pas la descente. Donc toujours une frappe bien. Votre épée et votre poignet ainsi que votre bras, ça doit faire un angle de 90 degrés. Donc quand vous frappez, je contrôle. Donc chef, la tête, épaule, je reviens derrière moi, épaule. Donc voilà, c'est comme ça, je tranche au niveau du cou. Donc épaule, épaule. Ensuite vous allez avoir le haut de chausse, donc c'est-à-dire l'entrejambe. Donc je pars du haut, je vais vers le bas et je remonte. Et après vous avez l'autre haut de chausse, là où vous remontez dans l'autre sens pour bloquer, pour faire la même chose. Donc ça fait hop, hop. Bien sûr quand vous faites. Donc là c'est en restant sur place. Après on fait ça en avançant. Donc chef, épaule, épaule, haut de chausse, haut de chausse. Donc ça, on va dire que ce sont principalement les attaques de base. Donc vraiment, j'attaque à la tête, j'attaque à l'épaule, au niveau des cuisses et aux cuisses. Tout en essayant de garder un maximum le contrôle de votre lame. Alors, si vous vous posez la question, mon épée fait 1,1 kg. Et oui, c'est léger. Je sais très bien que ce que vous avez en tête, c'est ce qu'on voit dans les films et les séries. On a toujours l'impression qu'ils font des énormes coups, que les armes sont très lourdes. En réalité, elles font pas plus de 1 kg, 1,5 kg. Donc une épée, c'est le poids d'une bouteille d'eau. Donc vous pouvez vous entraîner avec une bouteille d'eau chez vous. Ce n'est pas très lourd une épée. Après, bien sûr, au début, vous allez trouver ça très fatigant parce que forcément, ça travaille tout le bras. Mais au bout d'un moment, l'épée va s'alléger. Alors ensuite, après, pour ce qui va être des parades, là du coup, on va partir maintenant sur, c'est ce que je viens de dire, des parades. Donc, je prends un coup au chef, je lève l'épée. Donc, paf, je protège. Je prends un coup ici, je suis protégé. J'ai un coup qui vient vers ma tête, vers mes épaules. Je pivote. Donc bassin, bras, pac, je bloque, pac, je bloque. J'ai un coup qui va venir vers mes jambes, et je fais l'inverse de l'adversaire. Si mon adversaire fait ça, il fait cette action-là pour chercher à me couper, du coup c'est ma jambe droite, je vais faire le mouvement contraire. Là je bloque. Tout en pensant bien sûr, si mon adversaire vient pour me couper la jambe, je bouge ma jambe. Donc à la fois je peux bloquer son coup, et en même temps je sauve ma jambe. Et si du coup, là il m'attaque mais pour ma jambe gauche, je fais la même chose mais dans le sens inverse. Blocage. Donc ça c'est vraiment les parades de base et les attaques de base du combat à l'épée. À la hache ça va être relativement la même chose. À la lance ça va être encore autre chose. Mais pour ça il me faudrait un camarade pour pouvoir faire ça. S'il y en a un d'entre vous parmi mes copains qui est intéressé par faire une vidéo, à bosser ça ensemble, ça sera avec grand plaisir. Et tiens, on va s'en servir. Donc du coup le coup à la tête, épaule, il tombe par terre. Pourquoi il tire pas? Donc du coup, tête, épaule, autre chose. Après, bien sûr, généralement quand on prend un coup, je mets les coups dans la tête.
j'ai rien. Je me mets un coup avec mon pommeau. Pareil, rien. Heureusement parce que c'est un casque prévu pour ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et que vous aurez appris quand même quelques petites choses. Bien sûr, si vous voulez reproduire ça chez vous, faites très attention, pensez à n'avoir aucun objet autour de vous, de porter des protections. Alors si vous pouvez avoir des protections, vous pouvez prendre des gants, au moins des gants de base, c'est très bien. Bien sûr, commencez à vous entraîner avec une arme en mousse ou en bois, comme ça au moins vous êtes tranquille. Bien sûr, ne cherchez pas à tuer votre petit frère ou votre petite soeur avec ça, c'est pas du tout une bonne idée. Et en ce qui concerne la fabrication de boucliers, qui est la chose au moins que vous pouvez peut-être fabriquer chez vous, si vous avez le matériel, je vous mets quelques vidéos en description pour justement en apprendre plus sur la fabrication des boucliers, et je vous mets pareil d'autres vidéos en ce qui concerne les Scandinaves pour du moins l'aspect combat. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Si vous pensez que j'ai fait des erreurs ou que vous connaissez d'autres façons de faire, que vous avez d'autres références, ce genre de choses, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La mariée.